Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le débat de la semaine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, celui de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel, mieux la prévention de cette radicalisation. Cette émission est un peu spéciale. Elle se tient au moment où des experts sont réunis à Ouagadougou pour parvenir à la mise à disposition d'un document cadre afin d'orienter les pays dans l'élaboration ou la mise en œuvre de la stratégie nationale en la matière. Il s'agit du colloque MICL G5 Sahel sur la prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel. Je rappelle que l'émission est enregistrée ce mardi 25 juillet 2017 et sera diffusée en clair sur nos antennes. Je vais commencer par présenter mes invités. Je vais commencer par ma droite avec Pierre Bouyoya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, chef de mission de l'Union africaine pour le Sahel. C'est cela. Oui, c'est bien ça. Tout juste à côté de vous, à votre droite, nous avons Dr Justine Koulidiati Kilem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice régionale de la plateforme des femmes du G5 Sahel et présidente de la coalition nationale femmes, paix et sécurité du Burkina Faso. Exact. Merci à vous. En face de vous, nous avons Angèle Losada. Bonsoir. Bonsoir. Représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Oui, c'est exact. Et enfin, tout juste à votre droite, nous avons Najim El Hadj Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire permanent du G5 Sahel. Merci à vous, messieurs et madame, d'avoir répondu présent à cette invitation. Il est clair aujourd'hui que l'extrémisme violent, la radicalisation a pris une proportion inquiétante dans la sous-région. Il est clair aussi qu'il y a certainement des raisons qui poussent les gens vers l'exagération, le radicalisme et l'extrémisme religieux auquel nous assistons. Pierre Bouya. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui font que les gens sont soit manipulés et finissent par s'engager dans la radicalisation et l'extrémisme violent, soit sont convaincus. Alors, il y a tout ce qui est manipulation autour de la religion, où on incite les jeunes gens à la violence en invoquant des motifs religieux. Il y a aussi les situations socio-économiques. Dans la région du Sahel, il y a des enquêtes qui ont été menées auprès des jeunes notamment pour savoir pourquoi ils s'engageaient dans les groupes armés. Et la plupart, ils ont avancé des motifs divers. Certains des motifs économiques pour dire qu'on leur a proposé des opportunités alors qu'ils étaient désespérés. D'autres disent qu'ils sont allés là-dedans pour défendre leur communauté, qui pensaient menacer leur famille. D'autres invoquent qu'on les a convaincus autour de la religion, qui sont allés défendre les religions, combattre les infidèles. Donc il y a plusieurs motivations qui poussent les gens, surtout les jeunes gens, à la radicalisation et à l'extrémisme violent. C'est pour cela aussi que les stratégies pour prévenir ce fléau doivent aussi être des stratégies multisectorielles. Alors, pour pousser, avant d'aller plus loin dans le débat, est-ce que quand on parle de radicalisation et d'extrémisme violent, est-ce que cela renvoie forcément à une religion quelconque? Ou est-ce que la frontière par rapport à ces religions, il ne faut pas la franchir? Bon, il faut dire que dans le Sahel et d'une façon générale, la radicalisation a tourné souvent autour de la religion islamique. Mais il serait faux de limiter ce phénomène à la religion. Et je pense, et à la religion islamique notamment, je pense que si on va regarder de très près dans l'histoire, dans les faits, il y a des radicaux dans toutes les religions. Mais il y a aussi des gens qui se radicalisent sans nécessairement invoquer leur appartenance religieuse. J'ai dit tout à l'heure en évoquant des motifs socio-économiques, par exemple, des motifs identitaires, des motifs sécuritaires.
Alors, Madame Gloudiati, Ahmedou Ould Abdallah est secrétaire général adjoint de l'ONU, je vais le citer, qui a rappelé aux États sahéliens que la victoire sur l'extrémisme passera aussi par la lutte contre la corruption. Vous partagez son point de vue par rapport à ça? Parfaitement. Parfaitement, parce que la corruption crée un déficit important au niveau de la rationalisation des ressources de l'État, mais aussi des institutions qui tournent autour de l'État. Alors, ce serait sans doute un passage important qu'il faut sans doute chercher à résoudre dans nos pays pour que l'état de droit, la justice et l'équité puissent régner. Donc, la corruption est un maillon important de ce que nous observons en termes de radicalisation. Alors, je vais peut-être poser la question à vous quatre ici présents. Il y avait, vous allez me le concéder, un temps béni d'avant les prédicateurs lanceurs de fatwa, l'époque où l'on ne connaissait pas encore le djihadisme global et de ces funestes talibans, Shebab et autres Boko Haram. Qu'est-ce qui explique véritablement cette montée de l'extrémisme violent et du radicalisme? Je crois qu'on a touché les deux points fondamentaux, les trois éléments peut-être fondamentaux, comme ça a été précisé auparavant. Il y a avant tout la pauvreté, je crois. La pauvreté qui touche la jeunesse, avec une jeunesse très forte au Sahel. Il faut reconnaître que le taux démographique au Sahel est l'un des plus importants du monde. Donc il y a une jeunesse qui est très présente et qui a besoin de sortie, qui a besoin d'avancer. Et cette jeunesse ne se trouve pas peut-être, ne trouve pas les facilités qu'elle a, étant donné qu'il y a un problème économique très fort. Et elles peuvent être très facilement attirées vers des idées beaucoup plus faciles pour aller de l'avant. Peut-être en manque d'expectatives. Le second point, vous l'avez soulevé tout à l'heure, et je crois que c'est très important également, c'est le besoin d'une gouvernance très forte. Et le problème de la corruption également qui est là et qui pousse les jeunes à essayer d'aller dans tous les sens. Mais moi, je limiterai énormément à la question de la jeunesse, puisque la question jeunesse et la question extrémisme violent et radicalisation sont très unis aujourd'hui. Bien sûr, ils sont dirigés de par l'extérieur souvent, mais la jeunesse peut tomber facilement dans cet extrémisme violent. C'est là la relation que je fais dans ce sens-là. Alors, Nadim, dites-nous pourquoi, avant de vous permettre de répondre à la question qui a été posée aux autres invités, pourquoi cette alliance G5 Sahel MI Sahel? Merci. L'alliance entre le G5 Sahel et la Mi-Sahel est tout à fait naturelle. Parce que la Mi-Sahel, c'est la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Donc, nous avons des objectifs et des problématiques communs. Donc, il est tout à fait normal, au-delà des questions de sécurité générale, que nous puissions aussi nous concerter et travailler ensemble sur cette préoccupation des temps modernes, qu'est la radicalisation, la montée de la radicalisation et sa manifestation, qui est l'extrémisme violent. Donc c'est tout à fait naturel que nous puissions nous mettre sous la coupole de la Mi-Sahel, qui est quand même notre aîné en termes de dispositifs, au-delà de tout ce que cela représente en Union africaine, et que nos 5 pays qui constituent le G5 Sahel sont tous membres de l'Union africaine. Alors, vous avez un mot par rapport à les motivations réelles justement de ces extrémismes violents? Bon, les motivations de l'extrémisme sont multisectorielles, multifactorielles et se manifestent sous divers angles et différentes manières. Okay. Il faut partir du fait qu'il y a une certaine mauvaise interprétation dans nos États du fait culturel en faisant une lecture de la constitution de nos différents États, quand nous nous référons aux États du G5 Sahel, à part la République de Mauritanie qui est une république islamique, il est écrit dans la plupart de nos États, dans la Constitution, la laïcité. Il se trouve qu'il y a une certaine mauvaise interprétation de la laïcité. Laïcité ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper du fait religieux. Aujourd'hui, force est de constater que les faits religieux, notamment l'islam qui utilise les terroristes, est devenu une question de sécurité. Donc cela nous pousse à une sorte de réflexion pour concevoir une gouvernance des faits religieux et culturels dans nos États. Malheureusement, du fait d'une certaine interprétation de la laïcité, les questions de religion relèvent de l'informel.
l'État ne s'implique pas dans un bon suivi des faits cultuels. Dans beaucoup de nos États au niveau du Sahel, les mosquées s'implantent de manière anarchique, je m'excuse du terme. Nous avons des écoles qui abondent, appelées écoles coraniques, qui sont des écoles confessionnelles informelles, que l'État n'a aucun regard sur ces sujets. Est-ce que cela ne dénote pas de la laïcité au sommet de l'État? Justement, c'est une certaine interprétation. Laïcité ne veut pas dire, de mon point de vue, du contexte que nous avons, qu'il ne faille pas avoir un regard sur les faits religieux. Nous n'allons pas dire à l'imam la manière dont il va prier ou au prêtre la manière dont il va faire son prêche, mais il est important pour un État souverain d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans son territoire. Cela pose sérieusement des problèmes. Si aujourd'hui vous demandez à beaucoup de nos États, combien de mosquées avez-vous dans les pays? Rares sont les maires. Demandez à n'importe quel maire, combien de mosquées avez-vous dans votre commune? Combien d'églises? Quels sont les imams, quels sont les prêtres que vous avez dans ces églises? Il serait difficile de répondre. Alors nous continuer à laisser se développer les faits cultuels sans un certain minimum de contrôle. Et dans certains États, vous avez des prédicateurs, des prêches virulents qui incitent à la révolte et à la radicalisation. Donc il est important que l'État puisse avoir un droit de regard sans s'immiscer dans la pratique des religions. Mais pour des questions de paix, de sécurité, de stabilité, cela est un devoir de l'État par rapport aussi à la laïcité qui est souvent mal interprétée. Alors, sur la question des prédicateurs qui ont des prêches un peu acerbes et un peu violents, quelle action l'État justement doit poser, les États respectifs doivent poser dans leur pays pour endiguer, pour amener justement ces prédicateurs-là à ne pas prêcher des propos violents? Oui, je crois que d'abord, si vous permettez, je voudrais dire un mot sur la montée du radicalisme et de l'extrémisme violent. Je crois que le radicalisme violent et l'extrémisme violent a une histoire au Sahel. Le Sahel n'a pas toujours été frappé par ce fléau. Alors cela a commencé dans les années 2000 avec les Algériens, les terroristes algériens qui chassaient de chez eux ont émigré au Nord Mali. Et ils ont commencé à mobiliser. Je pense, et de là, cela a contaminé d'autres pays. Mais plus récemment encore, parce que le Sahel, il faut le voir dans toute sa profondeur, il y a la crise libyenne. La crise libyenne a déversé dans le Sahel, d'abord en Libye même, des groupes terroristes, et puis tous les groupes ont déversé énormément d'armes dans le Sahel. C'est comme ça que ces groupes qui au départ étaient des groupes assez faibles se sont consolidés. Boko Haram au Nigeria, la série de groupes au Nord Mali. Donc cette région est frappée il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, la radicalisation et l'extrémisme violent qui génèrent le terrorisme sont une réalité. Okay. Maintenant, les prêches. Qu'est-ce qui a manqué aux États d'anticiper justement ce radicalisme violent? Vous parlez des années 2000 où les Algériens sont descendus vers le Mali, il y a eu la crise libyenne. Qu'est-ce qui a manqué aux États justement du G5 Sahel, je vais le dire comme ça, d'anticiper tout ça? Est-ce que c'est à cause de la laïcité seulement? Puisque Nadim El Hadj a évoqué le cas de la laïcité. Nous avons dit que les motivations à la base de la radicalisation et l'extrémisme violent sont nombreuses et multiples. Le facteur religieux, c'est un des facteurs. Il y a d'autres facteurs. Ces groupes, par exemple, exploitent la misère des populations, le fait économique, la misère des jeunes offre un certain nombre d'opportunités aux jeunes pour les attirer vers eux. Donc, face à cela, les États n'ont pas toujours pu anticiper. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les États du Sahel, parce qu'il faut le dire, la radicalisation, l'extrémisme violent qui génère
le terrorisme. Vous trouvez ce phénomène en Occident, en Europe, aux États-Unis. D'ailleurs, l'Afrique, nous avons été les derniers touchés. Mais nous le sommes maintenant. Comme les autres n'ont pas pu prévenir, on n'a pas pu prévenir non plus. Cependant, je pense qu'il faut se battre. Notre colloque ici, le thème, c'était quelle stratégie, justement, pour prévenir là où on n'est pas encore affecté, quelle stratégie pour réagir là où on est. Alors justement, vous êtes réunis pendant 2 jours pour évoquer justement, vous parler du thème qui vous a réuni pendant ces 2 jours à Ouagadougou. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les thématiques, les grands points qui ont été abordés lors de ce colloque-là, Madame Avant d'aller vers les thématiques, permettez-moi d'ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il ne faut pas négliger aussi le côté politique. Les politiques qui sont menées dans nos pays ont été des politiques un peu retournées vers la sauvegarde du pouvoir plutôt que vers une gestion rationnelle de la chose, avec naturellement la possibilité de l'État d'avoir d'être proactif et de préparer dans le futur, de prévoir ce qui peut aider le peuple. Il faut être très, très certain que ce côté n'a pas... Le public manque de vision. Parfois, ces visions sont mal calées ou copiées de l'extérieur, on vient, on les met, ou même quand elles sont bien faites, le désir de rester au pouvoir ou de sauvegarder un certain nombre de choses fait qu'on passe à côté. On contourne même les règles qui sont établies pour pouvoir atteindre des objectifs parfois égoïstes. Donc, c'est de ces politiques que je parle. Effectivement, certaines politiques de développement, soit ils sont mal ficelés, ou alors ils sont bien ficelés, mais ils sont mis au tiroir parce que ça n'arrange pas ceux qui sont là. Voilà. Donc, je veux aussi parler aussi du fait que lors de ce colloque, nous avons effectivement regardé 2 questions importantes. La première question, c'est celle des jeunes, qui sont déversés à coups de centaines de milliers dans la sous-région, particulièrement la jeunesse éduquée, qui sortent avec des diplômes de master, de doctorat même. Au Burkina, on en déverse environ 15 000 et qui, l'État ne peut pas absorber plus de 1 à 2%. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Voilà une action proactive qu'il faut prendre. Ce sont des bombes qui sont en train de se... Donc les jeunes... Oui, c'est un terreau fertile. Donc la jeunesse était invitée à cette table pour donner selon elle, parce que personne d'autre que eux ne peuvent dire qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes pour pouvoir lutter contre l'extrémisme violent. Donc ils ont eu à échanger, mais il y a quelque chose aussi, M. Ouedraogo, qu'il faut prendre en compte, les femmes. Les plus vulnérables de nos pays, ce sont les jeunes et les femmes, qui ont le moins accès aux ressources, moins accès au pouvoir, exclus d'une manière générale de tout ce qui tourne autour de la gestion de la chose publique. Et qui pourtant sont les bras solides, valides pour produire et gérer le développement. Alors justement, vous êtes sur le plateau le 21 février de cette année 2017. Vous avez formulé à Bamako un plan d'action afin de permettre aux femmes de relever les défis liés à la paix, à la sécurité, à la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Et quel est ce plan et comment les femmes peuvent-elles justement jouer leur partition pour endiguer la menace? Ok. En fait, si je dois revenir, ce n'est pas à Bamako que le plan d'action a été élaboré. Il y a eu d'autres rencontres avant. Voilà. Il est venu à travers un long processus. Okay. Et la première monture a été faite au Niger, du 8 au 10 décembre. Et il a été validé à Bamako. Dans ce plan d'action, naturellement, nous avons essayé de passer en revue les grands axes qui doivent nous permettre de nous impliquer dans la lutte et pour le développement et contre l'extrémisme violent et le radicalisme. Il s'agit naturellement, et tout à fait au départ, de mettre l'accent sur le renforcement des capacités et la formation. Si nous regardons par rapport aux femmes, elles sont les plus analphabètes, les moins instruites. Plus tu avances dans les niveaux d'éducation, moins tu les trouves. Et si tu regardes au niveau des jeunes, quel que soit leur niveau d'éducation, soyons d'accord que la qualité de la formation de nos établissements d'enseignement supérieur ou même primaire
pose parfois problème. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de produire? Je ne parlais pas de déchets, mais voir comment est-ce qu'on va renforcer leur capacité à travers l'enseignement technique, professionnel, ou même des formations à la carte rapidement, pour permettre à ces jeunes, à ces femmes, d'avoir accès à des micro-projets, petites et moyennes entreprises pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà un des axes importants, au-delà de tout ce qui tourne autour de la sensibilisation, de l'alerte précoce et de la médiation et de l'implication de la femme depuis l'élaboration des projets jusqu'au suivi-évaluation. Alors, oui. Je voudrais, si vous permettez, de faire une brève conceptualisation, parce que quand on parle de concept, il faut savoir de quoi on parle. Et je crois que c'est le point de départ dans lequel. Alors je voudrais en faire deux points précisément. En premier lieu, quand on parle de radicalisation, d'extrémisme violent, ce n'est pas la même chose. Il y a une nuance entre radicalisation, on peut être radicalisé sans en arriver en extrémisme violent. Ça, c'est un premier point qui, je crois, est très important à tenir en compte. Et il y a une évolution. Il y a des gens qui sont radicalisés, il y a des gens qui, après être radicalisés, font des actions violentes. Tout le monde ne fait pas ce saut. Pour faire ce saut, il faut un élément qualitatif, il faut des conditions qui ont été décrites auparavant pour faire ce saut qualitatif. Ça, c'est le premier point. La deuxième précision conceptuelle que je voudrais faire, c'est que quand on parle maintenant de radicalisation, il y a beaucoup d'écrits maintenant dessus, il y a des experts dans la radicalisation, mais également, il faut bien discerner entre la radicalisation, par exemple, en Europe, et la radicalisation au Sahel. C'est très important pour nous, pour pouvoir agir en conséquence. La radicalisation en Europe... Pardon ? La différence se situe à quel niveau ? Elle se situe que la radicalisation en Europe n'est pas due, comme elle est due au Sahel, au problème, à la pauvreté, à la mauvaise gouvernance. Elle est due à un manque de racines, peut-être, que les troisième ou quatrième générations de migrants ont, des fois. Voilà, et qui ont, en effet, très pervers également. C'est-à-dire qu'il faut traiter les problèmes selon où on se trouve. C'est pour ça que, et je suis tout à fait d'accord avec ce que le président Bouya a dit tout à l'heure, la radicalisation au Sahel est arrivée après la radicalisation autre part, avec ses propres connotations et ses propres différenciations par rapport à un autre élément. Et en analysant de cette forme, il faut justement agir en conséquence. Et bien sûr, on reviendra tout à l'heure, pour l'Union européenne, la question de la femme est une question fondamentale, également pour le G5 Sahel et bien sûr pour l'Union africaine. Également, je l'ai dit au début, la question des jeunes. La question des jeunes est fondamentale. Et là-bas, c'est une bombe à retardement que nous allons avoir bientôt ici à cause de l'exclusion démographique. Le même langage sur la situation des jeunes. Alors, dites-nous, est-ce qu'en dehors de l'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai l'impression qu'on parle des pays sahéliens, est-ce qu'il y a des États où l'extrémisme violent est plus prononcé? En dehors des... C'est vrai qu'on a en face de nous MI Sahel et puis G5 Sahel. Est-ce que vous avez... C'est aussi ça. Si vous regardez les pays du Sahel, même les pays du G5 Sahel, limitons-nous à ça. Il y a des pays qui sont plus affectés que d'autres. Quand nous avons fait l'état des lieux, on a parlé par exemple des pays qui sont considérés comme étant l'épicentre de tous ces phénomènes. Par exemple, regardez le Nord Mali. Le Nord Mali a été le premier affecté. Et la manipulation, l'endoctrinement dans ce sens est allé en s'élargissant du nord vers le centre, maintenant du centre vers le Burkina Faso, vers le Niger. Alors, il y a des pays plus bas en Afrique de l'Ouest qui sont encore épargnés. Donc, dans nos stratégies, nous distinguons l'état dans lequel chaque pays se trouve. Alors, si je parle du Sahel dans le sens global, regardez le Nigeria et tous les pays autour, ce que nous appelons les pays du bassin du lac Tchad. Le Nigeria était, le nord-est du Nigeria était l'épicentre. Et puis, le phénomène s'est étendu au Niger, au Tchad, au Cameroun, ainsi de suite. Alors, si on ne fait pas attention, il va continuer à descendre et à affecter. Alors, la rencontre de Ouagadougou n'est pas la première rencontre. Alors, sur les recommandations issues du colloque régional sur la radicalisation et l'extrémisme violent, je crois que c'était à Bamako en 2016, est-ce que ces recommandations ont été suivies des filles?
Absolument. Le plus important d'abord, c'est que nous ayons pris conscience de ce phénomène et que nous ayons pu regrouper tous les acteurs concernés par cette problématique. Et cela a amené les différents acteurs, comme cela a été dit tantôt, que ce soit les jeunes, les femmes, les communicateurs, les religieux, les autorités traditionnelles. Tout ce monde concerné par la question a été invité à participer. Donc c'est un processus itératif et inclusif. Et chacune des étapes, des thématiques ont été abordées. Comme vous l'avez dit tantôt, la première rencontre c'était Bamako, puis il y a eu celle de Niamey. Nous étions pas longtemps à Nouakchott. Aujourd'hui nous sommes à Ouagadougou. Et nous espérons boucler la boucle au Burkina et au Tchad, où de manière consensuelle, participative, inclusive, avec l'apport des différents acteurs, nous aurons une compréhension commune de la question et nous allons proposer un cadre, un guide référentiel qui va permettre à chacun des États membres du G5 Sahel, à d'autres États qui travaillent avec nous, de pouvoir utiliser ce guide comme référence afin d'élaborer sa stratégie. Au départ, nous sommes dans une dynamique consistant à élaborer une stratégie régionale. On s'est rendu compte que déjà, la plupart des pays, certains d'entre eux ont des politiques, ont des mécanismes déjà en cours. Donc il était apparu nécessaire de pouvoir se mettre ensemble, s'accorder sur un référentiel qui est ce guide, qui une fois élaboré va servir quand même de référence pour l'ensemble des États pour élaborer leurs pratiques, leurs politiques et leurs stratégies en l'adaptant à leur concept. Donc c'est un guide qui va être dynamique dans son utilisation. Okay. Alors dites-nous, on a envie de savoir, est-ce qu'il y a des pays au niveau de la sous-région qui sont arrivés à stopper l'intégrisme ou l'extrémisme violent? Est-ce que vous avez souvenance, vous avez... Bon, si je peux me le permettre, un pays comme la Mauritanie peut être cité comme exemple. Okay. La République, qui a quand même une particularité, c'est un pays bien organisé. C'est une république islamique, bien c'est un État assez tolérant, en ce sens que ça peut surprendre les gens. En Mauritanie, bien qu'il y ait une république islamique, il y a quand même des églises. Ça surprend souvent quand on le dit. Ce n'est pas une république islamique pure et dure où la charia est appliquée, mais c'est une bonne gestion du fait religieux. Depuis la dernière attaque en Mauritanie de 2011, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à ce jour, la Mauritanie a su de manière pratique, assurer d'abord la sécurité de son territoire. C'est extrêmement important. La Mauritanie a mis tous les moyens pour assurer la sécurité de son pays. Et le territoire mauritanien est vaste. Je pense qu'il y a un certain nombre de points d'entrée pour le territoire mauritanien qui sont reconnus par tout le monde. Et certaines zones qui sont des zones rouges ou qui sont appelées zones militaires, où toute personne qui se hasarde à passer dans ces zones rencontrerait les forces d'Europe. Si vous êtes clean, comme on le dit, vous avez des portes d'entrée comme là, votre maison. Chacun a sa maison. Quelqu'un ne viendra pas sauter. Bien que les frontières soient poreuses, la Mauritanie a mis beaucoup de moyens pour assurer cette sécurité. Et la Mauritanie gère très bien. Vous avez un ministère qui s'occupe de ces questions. Les mosquées sont gérées. Les lieux de culte sont reconnus. Les imams sont formés. Les imams sont payés. Ce sont des imams qui relèvent de l'État. Je pense que c'est des choses, bien sûr... Ça ne s'explique pas par le fait que la Mauritanie est un pays islamique, comme vous le dites. Bon, il y a cet aspect, mais il n'y a pas que cela. Non, je crois que je suis d'accord avec lui que la Mauritanie est un exemple. Je pourrais aussi citer le cas de l'Algérie. Vous savez, l'Algérie a été le premier pays, je pourrais dire en Afrique, a été frappé par le terrorisme. Alors d'une façon sérieuse. Et pendant une décennie, ce pays s'est battu. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils ont vaincu le terrorisme. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus l'extrémisme violent et tout ça, mais ils ont pu avoir le dessus sur leur territoire. Okay. Donc pour nous, c'est extrêmement important parce que cela montre que si on adapte les stratégies appropriées, le terrorisme peut être vaincu. Okay. L'extrémisme violent peut être vaincu. Donc et c'est cette expérience pourquoi nous faisons des colloques au niveau régional. C'est notamment pour partager ces expériences.
ces bonnes pratiques pour que ceux-là qui ne sont pas encore engagés dans les stratégies appropriées puissent avoir des références. Alors, en attendant d'avoir peut-être la stratégie nationale en la matière, quelle thérapie, parce qu'on est peu pris par le temps, quelle thérapie justement contre l'extrémisme violent et la radicalisation qui sont différents? Si l'on veut lutter contre ce phénomène, et on veut lutter contre ce phénomène, sans aucun doute, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est ici, il faut, comme j'ai dit, en premier lieu, le connaître et bien l'analyser. Et il y a encore des points sombres pour bien l'analyser. Chaque pays doit analyser comment il se caractérise dans ce sens-là. Ça, c'est le premier point, l'analyser. Une fois qu'on l'a analysé, il faut prendre des actions directes. Par exemple, et là je me permets de citer l'Union européenne. L'Union européenne a une stratégie pour le Sahel, de laquelle décline en plan d'action régional. Justement, ce plan d'action régional met comme une des 4 priorités d'action la lutte contre la radicalisation. Nous avons déjà approuvé 12 projets en accord, bien sûr, avec nos partenaires africains, se basant également sur le principe de l'appropriation, ce qui est très important, c'est-à-dire nous travaillons ensemble avec vous, des projets très concrets qui visent ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la jeunesse, la question de la femme, la question de la gouvernance, également la formation et l'éducation. L'éducation est fondamentale. Ensuite, il y a des crises qui se greffent dessus et qui, bien sûr, sont très difficiles à contrôler, comme la crise libyenne ou la crise au bassin du lac Tchad ou la crise malienne, qui alimentent un peu cet élément. Il faut résoudre d'un côté l'aspect politique, mais ensuite, il faut aller en profondeur, aux causes profondes de ce phénomène. Et pour ça, comme je l'ai dit, avant tout, il faut bien le comprendre et bien le connaître. Alors, Emmanuel Macron, le président français, a eu cette expression forte lors du sommet du G5 à Bamako. Il a dit on va vous soutenir, mais on attend des résultats. Il a parfaitement raison et les résultats vont se manifester incessamment. Okay. Je pense qu'en ce qui concerne le G5 Sahel, comme vous le savez, nous avons une approche qui consiste à allier sécurité et développement. On ne le cessera de le dire assez. Et nous voulons, de manière pratique, relever le niveau de développement des zones envahies par la pauvreté qui constituent les terreaux fertiles du terrorisme. Quand vous regardez les pays du Sahel, pour l'essentiel, il y a un lien entre changement climatique, les effets du changement climatique, les questions de pauvreté et la présence de la radicalisation. Cela est indéniable. Pour nous, c'est ces zones qu'il faut privilégier en relevant le niveau de développement de ces localités et en assurant la sécurité et le développement. C'est pour cela que, comme vous le savez aussi, il a été décidé par nos États la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel qui est en train de se constituer avec 5000 hommes qui va permettre très bientôt de garantir notre propre sécurité dans la zone afin d'asseoir les programmes et les projets de développement que nous avons au niveau de ces zones enclavées, éloignées et abandonnées. Alors, justement, on a évoqué, madame. Oui, je voulais juste dire qu'en termes de thérapie, il y a la question de l'arrêt précoce et de la surveillance qui est très importante et où tout le monde doit contribuer, particulièrement les femmes et les jeunes dans les lieux les plus reculés de tous les pays. Il y a ça qui est très important, le ciblage des leviers principaux. Il faut savoir, on peut soulever une montagne, mais il faut savoir où placer son levier. Il faut identifier les leviers principaux qui vont nous permettre de poser des actions, des programmes et projets qui vont permettre aux jeunes et aux femmes, à travers des projets de développement, d'augmentation de revenus, de pouvoir contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme. Alors, le secrétaire permanent du G5 Sahel a évoqué le cas de la Mauritanie qui s'est lancé coréen dans la sécurisation de son territoire. Pour les pays du G5, c'est vrai que la Mauritanie fait partie. Est-ce que vous pensez que chez nous, avec tous les secteurs qui sont priorités, on peut arriver à cela? C'est vrai que dans nos pays, tout est prioritaire. Tout est prioritaire et le plus souvent, on ne sait pas où cibler. Avec les faibles ressources qu'on avait, on n'arrivait déjà pas à s'organiser. Et aujourd'hui, les ressources sont dirigées prioritairement vers la défense et la sécurité. Ça creuse davantage. Et nos politiques n'arrivent pas à expliquer aux populations que s'ils n'arrivent pas à répondre parfois à leurs besoins, c'est parce que les maigres ressources sont dirigées vers leur propre sécurité. Ça, c'est déjà un problème au niveau de nos politiques.
Je pense qu'au niveau du Burkina, le défi peut être relevé. Le Burkina vient de voter un budget de plus de 400 milliards pour vraiment juguler ce problème. Si vraiment il se tourne vers les gens qui veulent sincèrement et travailler et qui s'impliquent vraiment avec les compétences qu'il faut, je pense qu'on peut gérer la question de l'emploi, de l'employabilité des jeunes et des femmes, mais aussi les stratégies qui peuvent permettre de mettre de façon durable des cellules ou en tout cas des maillons qui vont gérer la cohésion sociale au niveau des communautés. Il faut aller au niveau des communautés. Il serait illusoire de penser qu'assis à Ouagadougou, on peut gérer beaucoup de choses. Il faut aller au niveau... Qui peut aller au niveau des communautés si ce n'est que nous, femmes, qui avons nos réseaux jusqu'au niveau le plus déconcentré. Voilà. Et dans les ménages. Parce que les premiers radicalistes vivent avec des femmes et qui peuvent, à l'oreille, s'arranger tôt le matin ou bien au coucher, leur demander quand même de revoir leur position, par exemple. Donc, je pense que le Burkina est sur la bonne pente et que nous pouvons... quand même un exemple de tolérance religieuse. Oui, bien sûr, naturellement. Oui, je crois que le remède à la radicalisation, à l'extrémisme violent, il n'est pas seulement sécuritaire. Bien sûr, la sécurité, c'est important. Et je pense qu'on ne dira pas assez que, malgré que les pays du Sahel ont des ressources limitées, ils doivent faire un effort pour renforcer la sécurité. C'est évident. Et c'est ce qu'ils ont fait, heureusement, en s'engageant à créer le G5 Sahel, à y mettre des ressources. Mais cela n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les idées qui sont là sont claires. Il faut montrer que pour lutter efficacement, il faut travailler sur la sécurité, il faut travailler sur le développement, il faut travailler sur la gouvernance. Vous disiez vous-même au début les problèmes de corruption et ça, ce sont des manquements à la gouvernance. Et si j'ai bien compris, par exemple, pour faire face à la situation au nord du pays, au Burkina Faso, je crois que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre des moyens importants, mais pas seulement pour la sécurité, d'investir dans des programmes importants. On nous a parlé de 400 milliards. Donc ça, c'est la prise de conscience qu'il faut travailler simultanément sur plusieurs tableaux. Alors, je m'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso est une exception parmi les pays sahéliens en raison de justement sa grande diversité religieuse et de la tolérance qui règne? Est-ce que vous pensez? Allez-y. Le Burkina Faso, dans le contexte sahélien, est un pays, est un modèle, est un exemple par rapport à la tolérance qui est développée et à la bonne cohabitation des religions. Mais pendant longtemps, on a aussi pensé que le Burkina était à l'abri des agressions terroristes et on a été surpris des attaques qui étaient survenues malheureusement dans le pays qu'on pensait être à l'abri. Et on assiste aujourd'hui à une montée de l'extrémisme dans certaines zones du Burkina avec des chefs djihadistes, il faut les appeler ainsi, bien que je n'aime pas tellement ce terme, des chefs terroristes qui envahissent ces zones où règne la pauvreté, où les problèmes de changement climatique se manifestent au niveau de la production agro-pastorale, avec l'ignorance, parce qu'il faut dire aussi que l'ignorance en joue beaucoup, et ces populations malheureusement sont sous la coupe de ces terroristes qui les agressent, et en faisant l'amalgame entre islam et terrorisme, en se disant djihadiste, alors que le terme djihad est inapproprié en ce sens que on ne pourrait pas faire le djihad au nom des gens qui sont musulmans, parce que c'est déjà des populations islamiques qu'on agresse, alors que le djihad voudrait qu'on agresse quelqu'un qui n'est pas d'obédience islamique. Donc c'est vraiment ce qui nous a beaucoup surpris. Si je dois ajouter quelque chose, je crois que le Burkina Faso n'est pas l'exception. Il est visé comme les autres. Et sûrement, il n'est pas encore aussi affecté qu'un certain nombre d'autres pays. Je pense que c'est le moment au Burkina Faso d'appuyer sur la prévention, sur toutes les zones qui n'ont pas encore été touchées. Qu'on ne fasse pas d'illusion que voilà, c'est seulement le nord
qui est touché, on ne travaille pas ailleurs. Le travail de prévention, il faut anticiper. Sinon, le mal, il est là. Et si vous regardez la carte de la région ici, le mal continue à descendre vers le sud. Justement, madame, le site d'information, le façon d'être pour le citer, avait lancé l'alerte justement le 9 février 2017 avec un article, avec ce titre alarmant, extrémisme religieux, ces zones du Burkina Faso qui se radicalisent en silence. Alors justement, qui disait, morceau choisi, je vais citer, les discours d'intolérance et de radicalisation sont entendus ailleurs, Konga, Sémé, Ganagoulo dans la province de Soro. On ne parle plus de la région du Nord, mais on descend, c'est ce que le président a dit, on descend vers le Soro. Ce que le président Bouya vient de dire est tout à fait exact. Vous savez, à un système, un anti-système. Aujourd'hui, ils se disent être au Nord. Mais qu'est-ce qui prouve que leur stratégie, ce n'est pas pour rentrer au Sud? Tout en sachant que vous connaissez la position de la boucle du Moon, tout en sachant qu'on va mettre tous les moyens dans le Soum, etc. Et au moment où on ne s'y attend pas, on rentre. Vous avez vu les attaques de la semaine d'il y a 10 jours, hein, au niveau de la région de la boucle du Moon, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, les attaques d'aujourd'hui. Voilà, donc 5 personnes, on vient d'apprendre, qui ont été tuées dans une attaque dans les villages de Indija et de Sibé, à 13 km et 12 km de Djibo dans les Soum. Voilà. Donc, à une stratégie, un anti-système. Je pense que ce que le président vient de dire est très important. La sûreté de l'État, c'est tout le territoire. Maintenant, dans la stratégie, naturellement, il y a des zones qui ont plus besoin de moyens, mais en même temps, il faut protéger et faire en sorte que dans les autres zones, on puisse juguler le problème. Le Burkina n'est pas une exception, puisque nous sommes en train de vouloir aller et d'être, en tout cas, parmi les meilleurs, qui allons, enfin, d'avoir des stratégies idoines avec les milliards qui sont mis à la disposition. On y parviendra si et seulement si nous arrivons à toucher les leviers qu'il faut, les personnes qu'il faut, là où il faut, et dans le temps et dans l'espace. Voilà ce que moi je vais dire. Alors, on a parlé de prévention, on a parlé de tout, mais il y a justement, si la situation dans laquelle, il y a un aspect qu'il disait, dans laquelle la communauté des croyants se trouve aujourd'hui est désespérante, nombreux sont ceux qui pensent que la partie n'est pas perdue car les sociétés musulmanes possèdent l'antidote du mal. L'Union européenne Vous savez, pour l'Union européenne, la question également, ça revient également au problème qui avait été suscité tout à l'heure sur la laïcité. On en revient là. On revient à ce problème. Et de nouveau, la laïcité, elle ne doit pas être comprise. Comme j'ai dit tout à l'heure pour la radicalisation, elle ne doit pas être comprise la même chose en Europe que ici. Et je partage absolument ce qui a été dit par le secrétaire permanent du G5 avec cet antidote. Il faut que l'État, d'une façon ou d'une autre, s'occupe du fait religieux. Non qu'il contrôle le fait religieux, mais qu'il s'occupe du fait religieux, il n'y a aucun doute. Ça ne va pas à l'encontre de l'idée de la laïcité en général. Bien sûr, chacun doit être libre d'exercer sa propre religion, ça je crois, personne n'en doute aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un département plein de la religion? C'est multisectoriel. C'est ce que vous dites. Le Burkina avait déjà anticipé dans les années 85-86 en faisant en sorte que toutes les écoles médersa franco-arabes soient répertoriées, que les programmes soient écrits et imposés avec des cahiers de charges. Le problème, c'est qu'il y a eu un relâchement. Donc, je pense que ce que l'on dit, c'est à peu près la même chose. C'est d'être vraiment, de veiller permanemment et de s'attendre à réagir et à changer de stratégie pour s'adapter. Ce qui est proposé peut être transposé dans les autres pays et inversement. Oui, absolument. La laïcité ne veut pas dire que les chefs religieux font ce qu'ils veulent dans chaque pays. L'enseignement de la religion est encadré par la loi. On ne peut pas, par exemple, au nom de la laïcité, prêcher la haine, prêcher la division au niveau des communautés. Donc, il y a la loi est là. Bon, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, avant ces phénomènes, il y avait probablement un certain laxisme. On ne faisait pas attention à un certain nombre de problèmes, d'aspects. Aujourd'hui, il faut changer.
comme M. Najim disait, on ne peut pas permettre qu'on construise les mosquées partout. Qu'on enseigne. Il faut encadrer. Il faut tout simplement, la loi peut dire, voilà, que si vous voulez ouvrir une mosquée là-bas, vous devez avoir l'autorisation du maire ou de quelqu'un. Alors, il faut que les programmes dans les écoles coraniques et autres soient des programmes connus. On ne peut pas, au nom de la laïcité, enseigner n'importe quoi à la jeunesse. Ce n'est pas possible. Donc, il faut réellement un certain encadrement de confessions, pas seulement la religion musulmane, toutes les confessions. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la radicalisation qui est plus proche de l'islam. Demain, on peut avoir une autre radicalisation. On a eu dans l'histoire. Oui, il y a eu des radicaux chrétiens. Donc il faut absolument encadrer l'enseignement de la religion et la pratique religieuse sans entrer dans le contenu de ce que chaque prêtre ou chaque imam enseigne. Docteur Kouliziati, vous avez... Je voulais simplement dire que notre société africaine a des richesses et que nous pouvons sans encombre trouver des fondements qui peuvent nous aider à mettre ensemble nos connaissances, nos compétences, les anciennes pratiques, les pratiques modernes, pour voir comment est-ce qu'on peut réussir à arriver à une société vraiment de paix, de cohésion, avec l'implication de tout le monde, et bien sûr la femme. La femme. La femme. Vous insistez, oui, j'insiste, la femme. La femme, c'est la vie. Okay. Même si certaines portent des charges explosives pour des raisons quelconques, la femme, c'est la vie, c'est la paix. Alors, sur l'extrémisme religieux, pas violent, est-ce qu'il faut partir vers les érudits pour trouver une solution justement à ça? Je pense qu'il faut impliquer tout le monde. Et au premier chef, ceux qui connaissent la religion, les vrais. Et c'est pour ça que je pense qu'au niveau du G5 Sahel, nous envisageons faire l'état des lieux. Créer une base de données sur les faits et les lieux cultuels. C'est ce qui manque dans nos États. Du fait d'une certaine interprétation de la religion, elle est devenue informelle. Je pense qu'il faut mener une enquête systématique sur l'ensemble de nos États. Savoir combien de mosquées, combien de paroisses, combien d'églises, quels sont les imams, qui forment les imams, quelles sont ces multitudes d'ONG à caractère confessionnel qui déversent des ressources dans nos États dont on ne sait de quelle provenance et pour quelles raisons. Donc il faut clarifier tout cela. Une fois que c'est fait, là, il faut avoir une base de données, réglementer l'implantation des mosquées, des églises, des écoles confessionnelles à caractère informel. Parce que chez nous, au Sahel, vous venez, vous avez un petit hangar, une petite baraque, vous créez votre école sans l'autorisation de qui que ce soit, vous amenez des enfants, on ne sait pas qu'est-ce que vous enseignez. Donc il est temps qu'on puisse être regardant, qu'on mette un peu de l'ordre, et avec une base de données, un encadrement qui doit nous permettre de connaître les imams, de former les imams, de former les maîtres coraniques, d'encadrer et de voir dans quelle mesure ce niveau d'éducation, s'il est aimé par les populations, que l'État puisse être regardant dessus. Les écoles coraniques confessionnelles, c'est bien, mais ça ne doit pas continuer à relever de l'informel. Et qu'on puisse voir le contenu de ces enseignements qui sont donnés dans ces écoles, en y introduisant, en revisitant le curricula, former les enseignants coraniques et aller au-delà de l'enseignement coranique qu'on donne à nos enfants. Il faut aussi réglementer les prêches qui se donnent et les khutbahs dans les mosquées les vendredis. Dans les pays que nous imitons, qui sont des pays d'islam de naissance de longue date, les khutbahs dans les mosquées, les prêches ne se font pas de manière anarchique. Ce que vous dites, par exemple, la khutbah, dans chaque mosquée les vendredis, doit être favorable à la paix, à la stabilité, à la cohésion, à l'amour du prochain, parce que l'islam est quand même une religion de tolérance et non de haine. Je me permets d'ajouter quelque chose qui va justement dans le même sens. L'aspect financier, les flux financiers, il faut les contrôler.
Là, oui, il y a une façon de contrôler. Des flux financiers qui viennent, par exemple, pour financer des mosquées ou des imams, ça, il faut le financer. Et il faut le contrôler. Et l'Union européenne, on est très consciente de ça. Et je crois qu'on devrait travailler ensemble. Au niveau du G5 Sahel, MICL, on pense à cela. Bien sûr, Peut-être couper le bras financier de... Ceci a été au centre de nos débats. On a eu plusieurs séances sur la question du financement de la radicalisation, de l'extrémisme violent, du terrorisme en général. C'est un aspect extrêmement important. Je suis d'accord avec M. Rosada, c'est très important et vous voyez que ces financements descendent dans les associations islamiques, dans les mosquées, sans qu'on sache d'où ça vient. Alors, et encore, ça atterrit dans ces populations pauvres du Sahel. Ça veut dire que vous pouvez manipuler les gens à l'infini. C'est donc un aspect extrêmement important. Merci, Président. Nous sommes malheureusement pris par le temps. Peut-être permettre à la seule dame sur ce plateau de dire un mot. Je voudrais vous dire merci. Merci pour avoir permis que nous puissions échanger et faire connaître les politiques que nous avons. Merci aussi pour nous avoir, de nous permettre en tout cas désormais de pouvoir trouver une chaîne. Je fais déjà le plaidoyer où nous allons, le G5 va faire passer ces messages en direction des populations parce que le problème c'est ça. Nous sommes à Laïko, on fait une rencontre. Que dit le villageois de Kuntinga et de Diapaga qui est à 500 km, qui ne sait pas ce que c'est que la télé ou qui a l'occasion seulement la voir. Il faut que nous travaillions avec vous, les médias, pour faire connaître ce qui se passe et mobiliser les populations au profit du développement et de la paix. Merci à vous, madame. J'aimerais vous dire, à vous, président, que au Burkina Faso, vous avez la chance. On a justement des journalistes qui parlent les langues locales, notamment le Dioula et le Moré. Donc, ça sera aussi une façon aussi de dire aux téléspectateurs ou à celui qui est dans le Sourou de comprendre un peu les enjeux justement de cet extrémisme religieux. Je m'en vais vous présenter. Vous êtes Dr Justine Koulidiati-Kilem, coordinatrice régionale de la plateforme des femmes du G5 Sahel et présidente de la coalition nationale Femmes, Paix et Sécurité du Burkina. En face de vous, nous avons Angel Losada, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Tout juste à côté de moi, le secrétaire permanent du G5 Sahel, Nadim El Hadj Mohamed. Et enfin, à ma droite, nous avons Pierre Bouyoya. Vous êtes l'ancien président du Burundi, ancien président du Burundi, je le rappelle. Et vous êtes le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, chef de mission de l'Union africaine pour le Sahel. Merci à vous, messieurs et madame, d'avoir répondu présent à notre invitation. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. C'est la fin du débat de la semaine. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique.